Le 24 décembre 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout, la critique de François Vineuil du film américain Vogue of 1938, texte intégral. Vogue 1938 est le premier film en couleur qui soit parvenu à ne pas être un objet grotesque ou répugnant. Il faut dire que les Américains ont joué cette fois la partie prudemment avec les atouts les plus faciles. Ils ont composé une gigantesque vitrine de mode, un somptueux catalogue de grands magasins. Et leur spectacle se déroule presque tout entier dans une célèbre maison de couture. Les auteurs ne pratiquent rien de plus qu'un art d'étalagiste. C'est pourtant un immense progrès sur tous les technicolores que l'on avait vus jusqu'ici. Le film ne relève que de la décoration commerciale. L'imprimerie en couleur a fait aussi bien, sinon mieux, dans d'innombrables journaux féminins. Mais du moins, dans ce domaine banal, le cinéma est-il parvenu enfin à une harmonie ? Un collaborateur dont le métier est né des circonstances a organisé les tons, créé une palette. L'outil, depuis quelques mois, s'est notablement perfectionné. Au visage courbouillonné des précédentes tentatives, il substitue un rendu beaucoup plus fidèle de la chair. Il suffit de voir par exemple, dès les premiers tableaux, le teint frais et les yeux bleus de Joan Bennett, contrastant avec la peau tannée de Warner Baxter. C'est un plaisir nouveau à l'écran et nullement à dédaigner que de contempler ces carnations de jolies anglo-saxonnes où un sang jeune et riche affleure les joues. On distingue fort bien le passage délicat du fard à la chair, le maquillage des lèvres qui faisait une tache noire, triste et rebutante sur tant de photographies, reprend son rôle et sa séduction. Les corps ambrés des belles négresses du Cotton Club ne sont pas moins délectables pour le regard. Mais l'essentiel, c'est que l'on ait résolument tourné le dos à un réalisme impossible, à la hantise du cinéma en couleur naturelle. On sait bien maintenant que la photo en trichromie, si parfaite soit-elle, ne rivalisera jamais avec les jeux infinis de la lumière solaire. L'idéal de ce mécanisme ingénieux, complexe et terriblement onéreux serait d'atteindre à la docilité du modeste bout de pinceau mis au service d'un œil aussi sensible que celui de Vermeer, de Watteau ou de Corot. Il faut souhaiter que dans quelques lustres, un film comme Vogue 38 apparaisse absolument écrasant et qu'il soit inconcevable que nous ayons pu y entrevoir quelques qualités. Un tel spectacle est encore très primitif, surtout auprès des Silly Symphonies de Walt Disney, de la dernière en date, l'adorable Vieux Moulin, où la couleur en mouvement est devenue la servante très obéissante du poète qui la crée. Il est vrai de toutes pièces. Le danger et la difficulté de la photographie en couleur opposée au dessin animé colorié, c'est que, bien loin de tout reproduire, elle opère automatiquement une sélection des tons devant un paysage et un intérieur réel. Cette sélection, d'abord fort grossière, est devenue plus subtile, mais le problème reste et restera toujours pour l'artiste de parvenir à diriger ce choix mécanique. Double travail, il s'agit d'ordonner les valeurs dans le décor à photographier et dans la photographie que l'on obtient. Stylisation et transposition sont donc la loi constante du nouveau procédé. La transposition est encore fort sommaire dans Vogue 38, mais enfin on commence à y penser. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'enthousiasme médiocre que j'éprouve pour cette esthétique de couturier et de marchand de cravates, pour cette atmosphère artificielle, férocement frivole, où l'on quitte le salon d'essayage pour se précipiter dans les boîtes de nuit. Je crois à peine utile de signaler quelques effrayants américanismes dans ces multiples décors, mais on y voit poindre un sens élémentaire des valeurs. On habille beaucoup trop souvent encore les hommes de complets tendres, on écarte le gris avec la répugnance naïve des enfants qui colorient leurs livres d'images, mais on sait accorder un vert d'eau et un rose pâle, un noir et un rouge, on commence à savoir jouer des blancs. L'ambition des premiers photographes en couleur était d'étaler sur l'écran tout un arc-en-ciel au hasard, de mélanger des pivoines, des choux, des boutons d'or. Certains tableaux, comme ceux du Cotton Club, les meilleurs du film, ont au contraire une unité de ton, baignent dans une assez belle lumière cuivrée. Le défaut du film dans son ensemble, c'est presque sa joliesse, une suavité douceâtre, trop continue. Rien de commun cependant avec les horribles sucreries du jardin d'Allah.
À la place de ces orjas, nous avons maintenant l'aquarelle, le travail de dame. Cependant, le résultat indique que la machine est désormais apprivoisée, qu'elle peut collaborer demain à une peinture vigoureuse, pour peu qu'un artiste en ait le goût. Ce sont donc les Américains qui nous apportent dans la couleur, comme ils l'ont fait pour le son, le premier résultat positif. Il fallait s'y attendre. Vogue 38 est la récompense d'un travail acharné et méthodique. Tout au long du film, la puissance de l'industrie californienne s'impose jusqu'à entraîner chez le spectateur une sorte d'admiration, à lui faire tolérer, dans tous les cas, l'insignifiance du scénario. Si la couleur, comme René Clair l'a prévu, le premier, ramène l'attention sur les éléments visuels du cinéma, elle paraît bien en échange ressusciter les plus niaises anecdotes. Il n'y a pas l'ombre d'intérêt dans les aventures de ce Napoléon du flou, que l'on place sur le même pied qu'un héros de la poésie ou de la politique, qui se ruine puis retrouve le succès. Le vrai sujet, ce sont les défilés de robes, la grâce un peu stéréotypée des mannequins, bruns ou blonds, qui les portent. Pour une fois, cela suffit, mais quelle monotonie bientôt. Les producteurs et les exploitants français, ou donnés comme tels, qui n'ont jamais fait preuve de beaucoup de flair, sont affolés par le succès de Vogue 38. Ils voient déjà leur commerce bouleversé par les nouvelles exigences du public, par le prix de revient extravagant des prochains films. Il est facile de les rassurer. Le son a été une révolution totale et brusque, achevée dès l'instant où l'on distinguait les paroles des personnages, c'est-à-dire très vite. La conquête de la couleur ne peut se faire que par de lentes étapes. N'est-elle pas du reste commencée depuis de longues années? La couleur, avec son infinie complexité, n'a d'emploi immédiat que dans des divertissements s'adressant uniquement aux yeux. Elle importe bien peu dans des films d'un ressort purement dramatique, dans Scarface où je suis un évadé. Il faudra encore bien des réussites, petit à petit plus parfaites, pour que le spectateur ne tolère plus la simple photographie, prenne l'habitude d'exiger de connaître la couleur du chapeau des policiers ou du veston des gangsters. En attendant, nous n'avons pas fini d'être offusqués, écœurés par des plats d'épinards, des couchers de soleil pour Almanach et des confiseries en tout genre. La couleur est le cadeau le plus dangereux de la science au cinéma. Elle exige des peintres d'un goût infaillible, et pour l'instant, hormis quelques décorateurs d'un goût encore timide, nous n'apercevons guère que des banquiers ou des boutiquiers.